Bonjour à tous, merci d'être là donc, à cette table ronde. Donc, Philippine Lucille, je suis directrice du pilotage du plan industrie au sein de l'animation du réseau. Et pour vous réveiller, parce que finalement vous êtes là depuis très longtemps ce matin, je suis sûre, je vais vous donner 3 chiffres à mettre dans l'ordre. Alors c'est 12, 20 et 9. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Parce qu'on a gagné. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non. Alors, 20, c'était la part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB dans les années 70. 9,7, c'est aujourd'hui. Et où est-ce qu'on veut aller? On veut aller à 12 minimum. Et pour ça, on a besoin de travailler avec le tissu industriel existant pour l'accompagner, le booster. Et on a besoin aussi de nouvelles industrialisations. On a besoin de faire venir des filiales de groupes étrangers en France et on a besoin de créer de l'industrie en France. Et c'est là où on va s'apercevoir que finalement on a un terreau qui est très favorable en France. Et aujourd'hui, on a le plaisir justement d'avoir nos intervenants qui nous expliquaient comment on peut créer cette nouvelle industrie en France. Bonjour à tous, merci Philippine. Alors moi je suis Malek Fian, je suis référent industrie chez BPI France Accompagnement et en charge des startups industrielles. Alors les startups industrielles, c'est des entreprises qui sont à énorme potentiel et qui sont d'ailleurs au cœur des projets de réindustrialisation qu'on voit aujourd'hui. Et ces entreprises qui ont des vrais besoins de financement, et Philippine parlait à l'instant de financement, on est sur des choses qui sont et qui vont être très structurantes. Alors pour en parler, on a le plaisir d'avoir 3 personnes qui sont au cœur de cet enjeu-là. Donc on a Aurélien Goyer qui va être l'animateur, donc qui est Start Industry, donc CEO de Start Industry. Start Industry, c'est l'association des dirigeants de start-up industriels et qui recense justement les besoins de ces start-up, mais qui fait aussi valoir les très belles réussites industrielles de nos start-up. Louis Millian, donc délégué innovation, il a une équipe de chargés d'affaires innovation chez BPI France. Typiquement, quand vous avez votre projet innovant, en start-up ou en start-up industrielle, la personne à la porte de laquelle vous tapez chez BPI France et qui vous répond et qui vous prend par la main, ce sera une personne dans l'équipe potentiellement de Louis Millian. Et puis on a un témoin qui est dirigeant d'entreprise, donc qui est Christophe Gürtner. Pour la petite anecdote, avec Christophe, on s'est rencontrés maintenant il y a 7 ans. Et puis à l'époque, donc dirigeant de Forsy Power, fabricant de batteries pour véhicules lourds. Et à l'époque, on n'était pas très nombreux à y croire finalement aux batteries pour ces véhicules-là. C'est une entreprise qui a réussi à faire, on va en parler, une très très belle traversée du désert, parce qu'à l'époque il n'y avait pas tous les dispositifs qu'on a aujourd'hui. Et la dernière fois qu'on s'est appelé, justement pour l'invitation au Big, Christophe a eu la gentillesse de me répondre depuis les États-Unis, où il était en train d'inaugurer une usine, et il m'a confié avoir fait son entrée en bourse en France. Merci à tous les 3 d'être avec nous et je cède la main à Aurélien. Merci Malek pour cette introduction. Merci à tous d'être là. Écoutez, pour être très franc, quand j'ai rejoint Start Industry, j'ai découvert tout ce sujet de l'accès au financement. Je n'en suis pas un expert, j'en serai probablement jamais un. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que les patrons de start-up et d'entreprises scale-up et futures grandes ETI et boîtes françaises, eux deviennent par la force des choses des grands experts des mécanismes financiers, de l'accès au financement et aux investissements. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie d'aborder les choses de manière assez simple, en ayant une espèce de chronologie sur les tout débuts jusqu'à finalement une entrée en bourse, et vous pourrez nous partager votre témoignage. Donc moi, je vais commencer par une question très simple. Comment ça se passe le début? Quels sont les premiers points d'attention, les premiers écueils? Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu ce qui se passe à ce moment-là, au tout démarrage? Le début, c'est une conviction, et c'est une conviction qu'il faut garder longtemps, parce qu'il faut être extrêmement persévérant lorsqu'on a un projet nouveau sur un marché relativement nouveau. Dans notre cas, il s'agissait de faire des batteries pour la mobilité électrique. La conviction, je l'avais, entre guillemets l'expérience aussi, puisque je le faisais déjà avant, et surtout, je passais mon temps en Asie, où depuis longtemps, les constructeurs asiatiques faisaient des batteries pour des véhicules électriques.
Mais il a fallu, faisant de la batterie, démarrant la société en 2011, à un moment où le sujet n'était pas du tout la mode en France ou en Europe, convaincre que faire de la batterie, ça faisait sens. Et la deuxième chose, expliquer que j'allais monter une usine en France, ça faisait pas sens non plus. Donc il y avait deux écueils. Et donc il a fallu être patient, persévérant, faire avec peu de choses pendant plusieurs années, jusqu'à ce que le marché, subitement, en Europe, commence également à se développer. Qu'est-ce que tu observes de ton côté sur... Pardon si je marche sur le micro, ça va pas aller. Qu'est-ce que tu observes de ton côté sur ce tout démarrage? Est-ce qu'il y a des choses des freins récurrents, des murs auxquels se retrouvent confrontés des entrepreneurs industriels très tôt comme ça dans le cycle de vie de l'entreprise? En fait, si on remonte il y a 10 ans, quand on associe start-up industriel, on associe vraiment deux mondes qui ne se parlaient pas il y a 10 ans. Start-up, je prends du risque technologique. Industriel, il me faut du capex pour monter une usine, 20, 30, 40, 50 millions. Il y a 10 ans, en fait, on avait, au début, il y a 10 ans, en fait, on avait deux mondes qui ne se parlaient pas, vraiment dissociés. On avait le monde du cap dev, donc qui savait regarder les performances passées pour prédire son multiple, et on avait l'émergence du monde du venture capital. On commençait à créer la French Tech en 2012-2013. On commençait à avoir des fonds d'investissement et des aides à l'innovation de BPI France, des régions, de l'État, à travers des appels à projets, des concours. Et en fait, chacun dans son couloir de nage faisait du financement. Mais pour la start-up industrielle, c'était compliqué de vendre le projet à un VC ou à un CapDev. En fait, il fallait être plus malin que les autres. Et c'est pour ça que Christophe est là, je pense. C'est qu'à un VC, il fallait lui parler son langage. À un CapDev, il fallait lui parler un autre langage pour voir ensuite, pour poursuivre les phases de roadshow, de levée de fonds. Et ensuite aussi, il fallait être plus malin sur son business. On en avait parlé et par exemple, faire du co-design de projet avec un grand groupe qui va ensuite acheter la production. Ça va permettre de financer du BFR en amont de la production. Et typiquement, c'est voilà, avec des moyens, en étant un peu plus malin que les autres. C'est comme ça qu'il y a 10 ans qu'on faisait. Est-ce que c'est un appel à la créativité et aux convictions? Parce que quand on commence à entreprendre, à un moment où les gens disent ça va pas marcher, c'est pas le moment, comment on garde la conviction et comment on reste créatif dans un moment où tout reste appauvri? Il y a conviction et persévérance, mais la persévérance fait également avec les moyens. Mais ensuite, ça va également avec le fait d'être raisonnable. C'est-à-dire que quand le marché ne se développe pas comme prévu, ou que ça prend plus de temps que prévu, c'est quasiment toujours comme ça. Hein. Quand on se met sur un marché nouveau, c'est nouveau. On ne sait pas réellement à quel rythme et de quelle manière ça va se passer. Donc il faut garder des réserves ou il faut être raisonnable et essayer d'avoir un ou deux coups d'avance. Et au final, on a toujours un coup de retard, mais d'avoir quelques coups d'avance de façon à se dire, bon, j'ai des réserves ou j'ai un plan B qui me permet de passer cette prochaine année. Donc il faut faire avec des compromis, pas mal de compromis et pas mal avec des alliances, de façon à se trouver des tremplins, des relais qui permettent d'aller au moment où on arrive à démontrer seul. Et puis n'est jamais totalement seul en fait. Elle est importante cette notion d'écosystème. Bon, BPI est une belle illustration de ça, mais le fait de savoir et d'accepter de s'entourer dans un moment où on a peut-être aussi un peu peur que cette innovation de rupture, on nous la pique. Comment on fait pour s'entourer bien au début, pour pas se planter? Vous pouvez y répondre tous les deux à cette question, je crois. D'abord, quand on est une petite structure, on ne sait pas tout faire. Même les grands groupes de nos jours acceptent l'idée qu'avec l'open innovation et d'autres sujets beaucoup plus structurés, qu'on n'arrive pas à tout faire. Donc il faut réussir à s'entourer d'entreprises qui vous phagocytent pas. Vous êtes petit, vous êtes faible. Donc il faut trouver des entreprises qui sont prêtes à vous apporter une partie de leur savoir ou vous donner des moyens de façon à d'aller une étape plus loin. Quand vous faites, par exemple, dans notre cas, un système de batterie, ça requiert plein de compétences. Et une batterie rentre dans un véhicule, interfère avec pas mal de choses, avec une chaîne de traction, avec un chargeur, avec d'autres sujets, d'autres techniques nécessaires. Donc d'essayer de trouver des acteurs qui peuvent vous apporter un peu de compétences, des clients finaux qui potentiellement veulent vous tester, veulent vous aider à progresser et veulent eux-mêmes apprendre et progresser, puis bien sûr des partenaires financiers qui sont prêts à vous apporter le relais jusqu'à ce que ça démarre. Bon, et ça sera le seul instant promo, mais c'est le moment où vous pouvez venir voir Start Industrie et justement vous permet de rencontrer tout un écosystème d'acteurs. Pardon, j'arrive avec mes gros sabots, mais j'étais obligé. Question importante, à partir de quel moment quelque chose change et où finalement le regard de l'investisseur change et on se rend compte qu'il devient plus facile de commencer à
ouvrir des perspectives, des levées plus élevées, passer des étapes. Le moment de la confiance, il arrive quand et comment on la gère, comment on la... Alors, de manière générale, ce que je peux dire, dans notre cas en tout cas, on a fait des proof of concept, des protos, des pré-séries qui marchaient. Donc, il y avait confiance sur la capacité à faire. Mais réellement, le basculement a eu lieu dans le monde de l'électrique, en Europe. Je ne parle pas de la Chine, hein, je parle de l'Europe. Au moment du Dieselgate, Volkswagen, basculement, Volkswagen dit je vais arrêter le thermique, je vais passer au tout électrique, et tout le monde s'est réveillé, s'est dit ça y est, il faut aller vers l'électrique. Et donc là, la plupart de nos clients qui avaient des protos, des pré-séries, ont dit moi aussi je vais développer une plateforme, je vais faire une série. Et c'est à ce moment-là également qu'arrivent les investisseurs. Comment cette notion de confiance alors vous D'autres investisseurs, des investisseurs qui permettent de faire le scale-up. Parce qu'il y a différents types d'investisseurs à différentes phases de maturité de l'entreprise, bien sûr. Ok, bon du coup je peux te demander de te prononcer au nom du type d'investisseur que représente la BPI. Comment on détermine des critères de confiance si on a des futurs start-upers industriels? Quelle direction doit-on prendre pour arriver dans la case où finalement on suscite l'intérêt des investisseurs de France et de Navarre? Alors, sur la partie start-up industrielle, il y a différentes phases, il y a différentes lectures à ces différentes phases. Il y a la phase vraiment idéation, faisabilité technico-économique, où là, on va en fait regarder le projet R&D qui va être mené, les livrables, et en fait, est-ce que ces recherches-là et la technologie qui va être mise en place, est-ce qu'elle est réalisable à plus ou moins long terme? Est-ce qu'elle répond à un véritable besoin marché? Est-ce que le marché est suffisamment profond et est-ce qu'il est plutôt international? Et ensuite, on va regarder le modèle économique. Est-ce que en fait, la production en France avec les ressources qu'on peut avoir à disposition, est-ce qu'en fait, à horizon, est-ce qu'on aura un modèle, un business model viable, pérenne? Et ensuite, on va regarder quel est le besoin au niveau CAPEX pour réaliser ça. Et tout ça, en fait, ça va être une lecture BP aussi beaucoup. Et en fait, à ces différentes phases-là, le financeur ou l'investisseur va participer à une étape qui dure entre 18 et 24 mois. Et en fait, à chaque fois, il y a des milestones qu'on doit remplir OK, en fait, à petite échelle, le prototypage, je l'ai réussi, ça va attirer des investisseurs qui vont mettre de l'argent. Ensuite, il y a le non dilutif, le financement, qui va rajouter de l'argent pour faire effet de levier sans diluer le capital de l'associé fondateur. Ensuite, on va commencer à faire une pré-série, à commencer à designer sa première ligne de production, à commencer à imaginer son démonstrateur industriel. Et en fait, à chaque étape qu'on va réussir avec succès, ça va attirer des nouveaux investisseurs qui ont des poches plus ou moins profondes, qui sont dans le privé, qui peuvent être aussi des corporate ventures, de grands groupes. Et à chaque fois, le non dilutif, le financement de l'innovation chez BPI France a des outils. On a toute une boîte à outils dont je pourrais parler peut-être plus tard, mais pour accompagner ces phases-là. On a le financement Deep Tech avec des subventions qui donnent un coup de pouce incitatif. Ensuite, on va avoir une aide au développement Deep Tech. Ensuite, on va avoir des prêts sans garantie pour accompagner le BFR. Ensuite, on va avoir un prêt nouvelle industrie pour accompagner sur le démonstrateur, pour financer le démonstrateur industriel. On a un fonds d'investissement qui a été créé en 2015 qui a répondu à cette problématique-là pour injecter du privé, parce que pour avoir du non dilutif, pour avoir du financement bancaire public, il faut qu'il y ait de l'equity, du capital privé qui tire cette disponibilité-là, cette surface d'endettement possible pour l'entreprise. Et donc on a créé ce véhicule-là qui s'appelle SPI en 2015, qui était doté de 300 millions sous gestion, qui a été redoté après Covid d'1 milliard sous gestion pour accompagner justement ces grosses boîtes de start-up industrielles avec des gros CAPEX. On a lancé un fonds d'amorçage industriel pour des innovations plus low-tech, donc avec un enjeu technologique, avec un risque technologique moins fort, doté de 50 millions pour accompagner ces entreprises-là. Ensuite, on a tout un paysage qui s'est développé tout autour. Et ça, c'est surtout apparu. En fait, on avait une action massive pas très coordonnée avant Covid. Et après Covid, politiquement, on a acté que l'industrie, c'était une priorité au niveau économique et au niveau politique. On l'a dit, on a perdu 10 points de PIB. L'industrie a perdu 10 points par rapport au PIB. Pendant le Covid, on a remarqué qu'on était très dépendant du commerce extérieur. Et donc, il fallait recréer cette filière industrielle, souveraine, décarbonée et innovante. Innovante parce que les filières où on a pris du retard,
Et bah effectivement, pour rattraper le retard et se démarquer, et pour aussi améliorer les marges avec de l'innovation, parce que dans l'industrie, on sait qu'il y a des industries avec des marges très faibles, eh bien, on va mettre beaucoup d'innovation. Et donc, il y a tout le paysage qui s'est créé autour, avec France 2030 qui a dessiné des priorités stratégiques au niveau de l'industrie, parce que c'est bien de mettre de l'argent, mais il faut le diriger. Sinon, on va aller dans tous les sens, ça ne va pas marcher. Ensuite, donc, on a des appels à projets première usine avec de la subvention pour pousser les boîtes à lancer des démonstrateurs avec du non dilutif, pas du tout agressif, avec de la subvention. Et ça, c'est quelque chose qu'on a nulle part ailleurs en Europe ni dans le monde. On a la région Île-de-France qui a lancé aussi un appel à projet. Je fais la promo pour la région Île-de-France parce que je suis de la région Île-de-France. Un appel à projet Jeunes Pousses Industrielles subventionné. On a la Banque des Territoires qui a recensé toutes les friches industrielles en France pour pouvoir trouver un endroit où mettre son usine. On a des garanties bancaires qui permettent de contre-garantir les banques sur du financement de BFR qu'on a besoin. Donc on a tout cet écosystème-là qui s'est créé autour public. On a encore besoin du privé qui a encore un effort à faire, mais ça demande aussi du temps pour transformer tout ce monde du capital développement et du VC qui doit plus se parler. C'est une transformation d'un système économique du private equity qui prend du temps. On a cette action-là au niveau BPI France, on montre l'exemple, on montre qu'il peut y avoir des réussites à des échelles de temps qui sont plus longues. Là, on pense à des horizons de 10, 15, 20, 30 ans, nos usines de demain qui seront décarbonées et innovantes. On a aussi une offre Tech in Fab pour tous nos industriels en France. On a un site qui permet de venir pick-up, de venir prendre une technologie, un logiciel, une solution innovante qui peut être adaptée à l'industriel qui ne peut pas, dans des temps très courts, mettre en place une équipe R&D pour développer un soft en interne, typiquement. Donc tout ça, c'est à disposition et on le promeut. Et on ne peut pas être tout seul BPI France. C'est aussi pour ça que je parle des autres, des copains, de l'État, de la région. Il y a aussi tous les corporate ventures qui s'y mettent à faire, les grands groupes industriels français qui s'y mettent pour mettre des tickets de 10, 15, 20, 30 millions, parce qu'on ne peut pas être tout seul. On est aussi en co-investissement sur la partie privée. Et donc forcément, pour répondre à ta question, j'ai un peu digressé, pardon. J'espère que tout le monde a pris des notes, c'est surtout ça. C'est qu'on a vraiment un paysage du financement et de l'investissement qui s'est métamorphosé en 10 ans. Avant Covid, où il y avait une action pas très coordonnée, mais une action quand même massive sur l'innovation d'un côté et le financement des boîtes plus traditionnelles de l'autre. Et ensuite, après Covid, où en fait on s'est parlé, on a croisé nos chemins entre le monde innovant et le monde industriel. Et c'est là où en fait on a des dispositifs vraiment clés en main, disponibles pour tout le monde, qui permettent de vous donner les moyens pour le CAPEX, pour le foncier, pour la R&D, pour le BFR, de monter vos démonstrateurs puis vos usines. Usine, passer de l'idéation à l'idée, et puis la financer, cette idée, la développer, mais ensuite l'industrialiser, c'est une étape importante. Et en fait, cette étape, elle est absolument critique. Et ensuite, tout va très vite, puisqu'on arrive à un moment donné où tout ça, il va falloir le commercialiser. Comment ça se passe ce moment si on se concentre purement sur ce moment où il faut commencer à fabriquer les choses ? Oui, c'est un des moments les plus critiques de l'entreprise, en supposant que la techno est validée, que le marché ait de l'appétit pour le produit. Il faut passer en phase industrielle. Donc c'est le scale-up, c'est devenir une start-up techno, une société industrielle. Ça, on le fait quand on a les commandes. Il faut essayer de ne pas le faire quand on n'a pas de commandes, juste pour voir. Mais ce qui est difficile sur un marché nouveau, c'est que les marchés ne sont pas matures. Donc il faut à la fois savoir industrialiser, fiabiliser, monter en série, fiabiliser le produit et surtout ne pas avoir mis en place des moyens industriels trop importants de façon à pouvoir adapter et réadapter jusqu'à ce que le marché soit vraiment mûr. Mais cette phase-là de scale-up est sûrement la phase où le plus d'entreprises, de start-up chutent, si elles ont réussi à passer les caps précédents. Mais c'est vraiment là où elles chutent parce que la phase industrielle est extrêmement difficile et demande beaucoup plus de gestion et de compétences industrielles et de gestion que les phases plus créatives avant. On peut shooter vraiment au pied du mur, quoi. C'est-à-dire que finalement, sur le papier, il y a des grandes avancées. Et justement, quelques conseils comme ça qui vous viennent, les premiers qui viendraient à l'esprit pour passer cette étape de l'industrialisation au passage à l'échelle. Déjà, si on n'est pas industriel soi-même, c'est de faire venir de vrais industriels. On a des gens qui savent faire. Donc il faut faire un mix de gens à la fois innovants, technologues, effectivement, et des industriels et des financiers. Il ne faut pas essayer de le faire soi-même. On peut être génial et réussir, mais dans la plupart des cas, il faut vraiment avoir cet apport, combiner l'apport de l'industriel, souvent qui vient de structures un petit peu plus grandes,
pas trop grande, parce que sinon vous apportez des gens qui ont un historique, une rigidité qui est incompatible avec des marchés nouveaux et des entreprises beaucoup plus jeunes et beaucoup plus souples. Mais il faut se faire cette manière-là. Et surtout, ensuite, se pose la vraie grande question du BFR, industrialiser une boîte industrielle. Est-ce qu'on peut juste expliquer rapidement Besoin de fonds de roulement avec le cas. Enfin, il faut acheter des Besoin de marchandises, il faut acheter des machines, il faut installer des usines, il faut acheter des marchandises, il faut transformer les produits. Et tout ça, ça se finance avant que le client n'achète. Et donc, il faut avoir des fonds pour faire ça. Et il en faut toujours plus que ce qu'on imagine. Et donc, il faut pouvoir passer ce cap-là. Et puis, quand on industrialise, il y a un taux de chute, un taux de déchets extrêmement important. Donc, cette phase-là, elle est critique avant d'arriver dans une phase de plus grande stabilité où d'autres problèmes surviennent. Mais c'est assez mal appréhendé à la fois par les entreprises, par les startups, bien sûr. Il y a peu de startups qui deviennent des PME et surtout encore moins qui deviennent des ETI. C'est une difficulté. En plus, bien sûr, du problème de financement. Le problème de financement, il est crucial. Vous changez de catégorie d'investisseurs. Il faut aller chercher d'autres types d'investisseurs qui vous permettent de financer plus à coût de 5, 10 millions, mais à coût de 100 millions ou plus de 100 millions. Et là, ça devient... il y a un manque en France. La BPI y a trouvé une solution, a apporté une solution au travers d'un fonds qui a été créé en 2015, effectivement, qui s'appelle SPI, Société de Projet Industriel, qui d'ailleurs nous a permis, au moment, en 2017, où le marché de la mobilité électrique a commencé à se développer en Europe et qu'il nous a fallu passer en échelle industrielle, d'avoir un fonds d'État qui est arrivé et a dit « nous, on y croit, nous, on va mettre de l'argent » et qui a permis d'attirer d'autres investisseurs privés. Alors, il faut vraiment une bonne combinaison entre les investisseurs, dans notre cas, 90% à l'international, d'investisseurs publics qui y croient dans son sanctuaire, dans son pays, d'investisseurs privés, et puis comme on est à l'international, essentiellement à l'international, d'investisseurs internationaux. Voilà. C'est une combinaison de tout ça, et plein d'autres choses. Comme le temps passe vite, on est obligé de faire la frise en accéléré, parce qu'aujourd'hui, votre entreprise, Forsy Power, est entrée, alors je ne sais plus en quelle année exactement, mais est entrée à Euronext Paris. En 2021. Ouais. En fait, c'est marrant cette étape, cette espèce de frise entre ce qu'on appelle maintenant une start-up industrielle, qui peut-être à l'époque n'avait même pas de dénomination comme ça, on ne mettait pas autant de noms sur ce... Alors la société, je l'ai constituée en rachetant plusieurs sociétés. Donc on était fait sur le papier une start-up, mais c'est une agglomération de 4 ou 5 petites sociétés qui ont permis de grandir un petit peu plus. On est passé de ce stade-là au stade de PME, aujourd'hui au stade d'ETI. On est 800 et 850 personnes, 170 millions de chiffres d'affaires. On est un petit peu partout dans le monde. Mais effectivement, à chaque étape, ces difficultés, c'est pas plus dur d'être une ETI que d'être une PME, que d'être une start-up. À chaque étape, sa difficulté. Et l'entrée en bourse, c'était comment ? L'entrée en bourse, c'est une autre stade. En 2021, besoin de fonds plus importants. À nouveau, on passe un cap. Les fonds d'investissement et les actionnaires du moment ne pouvaient plus passer au stade du 100-150 millions. Quel est le marché qui permettait d'obtenir ça ? C'était la bourse à ce moment-là. Ce ne serait plus la bourse aujourd'hui. Les marchés financiers sont totalement fermés pour des boîtes de tech comme la nôtre. Mais à ce moment-là, c'était le cas. Et donc, à un moment, il faut chercher l'argent là où il est. Ensuite, il faut l'assumer, mais il faut chercher là où il est au moment où on en a besoin. Il nous reste 6 minutes, on voudrait avoir quelques questions. Je voudrais te donner la parole sur un sujet, c'est plutôt... Ça serait quoi les quelques conseils qui te viennent ? Là, on a fait une frise extrêmement large. Chaque cas est particulier, chaque entreprise est différente. Une entreprise dans l'aéro et dans la novel food, c'est pas toujours les mêmes réalités. Les conseils, le top 3 de tes conseils sur cette phase-là de développement pour éviter les grands écueils et puis se développer sans sauter les étapes et dans les meilleures conditions possibles. En fait, chaque étape, et surtout dans l'industrie, en intégrant de l'innovation et en le faisant de manière décarbonée, en intégrant une politique d'économie circulaire, il y a beaucoup de complexité, il y a des choses que vous n'allez pas forcément toujours maîtriser et il faut s'appuyer à chaque fois sur des parties prenantes qui sont internes ou externes à votre entreprise et qui vont pouvoir vous conseiller. Typiquement sur le foncier, tournez-vous vers, typiquement en région Île-de-France, il y a la SEM qui fait de l'achat de foncier et qui fait du leaseback derrière pour vous louer le foncier. Typiquement sur la partie économie circulaire, se tourner vers l'ADEME qui a des dispositifs de financement pour vous accompagner là-dessus et pour vous conseiller sur comment effectuer sa transition. Sur l'innovation, venez nous parler, allez parler à un bureau d'études pour savoir comment designer son produit. Faites une mission de conseil avec BPI France, petite pub moi aussi.
on a des diagnostics avec des experts qu'on mobilise sur l'éco-conception et autres, sur l'amorçage industriel, sur comment designer la phase de pilote industriel, la phase de démonstrateur industriel. Tout ça, en fait, c'est des choses où il faut vraiment se faire accompagner. Sur le côté financement, maintenant, on a toute une boîte à outils. Je sais que de l'extérieur, il y a beaucoup de choses chez BPI, il y a beaucoup de matières, beaucoup de dispositifs de financement. Rapprochez-vous de quelqu'un chez BPI France, un chargé d'affaires, qui va vous donner les bons outils au bon moment. Un prêt innovation R&D pour financer la phase R&D. Ensuite, financer plutôt la partie démonstrateur avec un peu d'investissement non récupérable, l'amortissement des machines. Tout ça, c'est des choses quand même très spécifiques. Et ça, il faut que vous fassiez. Donc il faut entourer. du conseil. Donc conseil, c'est entourez-vous, vraiment n'y allez pas seul, etc. Exactement. Conseil numéro 1, conseil numéro 2. Il t'en reste 2. Autre conseil majeur au-delà de l'accompagnement, est-ce qu'il y a des choses comme ça, des écueils? Oui, conseil numéro 2, j'ai pas encore le 3, mais je réfléchirai. On repassera la parole à Christophe, il prendra des questions. Non, sur le 2, effectivement, dans votre BP, vous allez chiffrer un plan à 18, 24 mois, voire plus, mais avec beaucoup plus d'incertitude aussi. Prévoyez aussi des risques de décalage. Dans l'industrie, tu le disais tout à l'heure, Christophe, ça se passe pas toujours comme on veut. Il y a des retards liés à l'industrie, et il y a aussi des retards liés à la culture des clients dans l'industrie. Typiquement, moi j'ai une boîte qui a réussi en 3 ans, c'est incroyable, qui est partie d'un projet de recherche fondamentale, qui a monté ensuite une application, un produit et une usine en 3 ans. On se disait mais comment c'est possible? La ligne au bout de 6 mois elle tourne, elle sort des produits à haute fréquence. Et ensuite en fait au niveau business, ça on n'avait pas regardé, mais en fait le produit était tellement innovant que les directeurs d'achat des grands groupes ils disaient mais... les directeurs d'innovation ils disaient mais c'est génial votre produit, nous on le veut. Et ensuite ils se confrontaient aux directeurs d'achat des grands groupes, des gens de 50, 55 ans qui avaient de l'expérience et qui disaient non mais moi j'adore votre produit, mais par contre moi le cahier des charges c'est qu'il me faut déjà 3 lignes pilotes qui tournent à haute fréquence. Si j'ai un problème, moi j'ai besoin de tant de volume de livraison. Et ça typiquement c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Et ça c'est typiquement une culture de l'industrie et des grands groupes qui n'était pas forcément prévue dans le BP, parce qu'on regardait tous, est-ce qu'ils vont réussir à sortir des produits à la fin de la ligne de prod, et en fait c'était totalement autre chose. Donc typiquement, deuxième conseil, c'est vraiment prendre de la marge sur ces risques-là, parfois qu'on identifie, mais qui ne sont pas forcément ceux qu'on va rencontrer. Merci beaucoup, c'est bien déjà 2 conseils. Si un 3e te revient, vous savez où le trouver. On va prendre 1 ou 2 questions, on a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a une question devant? Ouais. Merci pour votre témoignage. Petite question rapide, parce que vous avez bien expliqué les différents financements avec différentes typologies d'investisseurs. Comment vous avez pu concilier leurs attentes tout au long de ce process d'idées jusqu'à la mise en œuvre, etc. Parce qu'ils demandent des retours différents, ils ont des thèses d'investissement différentes, mais comment vous-même vous avez pu faire évoluer à leur côté les attentes et les concilier? D'abord, quand vous vous entourez de différents actionnaires, pas qu'un, mais par exemple plusieurs, vous vous retrouvez toujours avec des gens qui ont des attentes différentes. Vous avez des fonds d'investissement purs, venture et autres. Eux, ils veulent des retours rapides. Ils disent, au horizon de 5 ans max, au bout de 3 ans, j'y réfléchis. Et quand vous êtes dans une industrie où l'horizon il est beaucoup plus long que ça, vous gérez des frustrations. Voilà, première chose. La deuxième, vous pouvez avoir d'autres actionnaires à côté qui voient beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps, et qui vous permettent de balancer, de contrebalancer ça. Ensuite, un fonds d'investissement, même lorsqu'il veut avoir un retour rapide, il est quand même réaliste. Il regarde ce qui se passe sur le marché. Donc même si le marché a du retard, il se dit mais vous êtes plutôt pas mal positionné dans ce marché-là par rapport aux autres, et je sens que ça va décaler. Eh bien, ils arbitrent aussi. Ils arbitrent normalement dans la mesure de leurs moyens et de leur mandat, et ils vous permettent d'aller une étape plus loin. Mais effectivement, parfois vous allez chercher l'argent où vous pouvez. Donc ça, parfois on ne prend pas exactement l'argent, on a envie de le prendre. Mais ensuite, dans la mesure du possible, il faut essayer de s'entourer de gens qui ont une vision, une attente qui est la même que celle que vous voulez délivrer, que vous arrivez à délivrer plus ou moins bien. Donc voilà. Mais ensuite, de recettes miracles, non. Parce qu'en 20 ans d'entrepreneuriat, je peux vous donner autant de bons et de mauvais exemples que d'années passées dans mon métier. Voilà. Une autre question, on peut prendre... Ok, merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours en quelques mots? Parce que c'est assez impressionnant de mettre une ETI sur pied comme ça. Je ne sais pas, c'est du vécu. Quand vous le vivez, c'est pas impressionnant, c'est votre vie, c'est votre quotidien. Vous voyez.
Donc, moi, j'ai commencé ma carrière chez Alcatel dans les télécoms, dans la téléphonie mobile. Mais quand je dis mobile, c'est gros mobile. J'ai basculé ensuite dans le groupe Alcatel Alstom, que ça s'appelait, dans la filiale batterie qui s'appelait Saft, où j'ai connu une carrière internationale, un peu partout dans le monde. J'ai vu le développement des batteries dans beaucoup d'applications petites, de l'outillage, de la téléphonie mobile. J'ai vu la chute des entreprises européennes par rapport aux Japonais. J'ai vu les recettes, parce que je m'occupais du Japon, hein, entre autres. J'ai vu les recettes qu'appliquaient les Japonais et à quel point eux étaient des industriels sérieux, construits, qui travaillaient sur la durée, et à quel point nous, on voyait qu'à court terme. J'ai vu notre industrie s'effondrer. Alcatel Alstom, en plus, c'était le patron de l'époque, c'était l'entreprise sans usine. Donc on fermait les usines. J'avais très rapidement le job de fermer des usines, jusqu'à un moment j'en avais ras-le-bol, et j'ai racheté une des usines que je dirigeais, plutôt que de la vendre. C'est comme ça que je suis devenu entrepreneur, que j'ai monté un premier groupe, que je l'ai mis en bourse. J'ai dû le vendre à un moment de la crise financière de 2008. Et puis j'ai recréé cette entreprise-là. Voilà. Et donc j'ai passé ma vie entière dans le transport, dans les télécoms, dans des applications mobiles, dans l'énergie. Et puis voilà, c'est le cumul de ces expériences-là, de revers et d'envie, et de conviction et de persévérance. Voilà, c'est ça. Donc il faut s'accrocher. Il fallait le faire. Il fallait le faire en aussi peu de temps. C'est jamais fini. On a terminé. Et comme ça, si on dépasse trop, c'est pas moi qui me ferai gronder. Je vais te laisser le mot de conclusion. Une phrase, 2 phrases, 3 phrases. Je te laisse la lourde tâche de conclure. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Quel conseil tu as envie de donner à tous ces futurs start-upers ou peut-être même start-upers actuels? Au-delà de venez voir la BPI, qui est un interlocuteur privilégié aujourd'hui. Non, venez voir la BPI, c'est sûr. Non, soyez résilients, comme le dit Christophe, et son parcours le témoigne bien. Je pense qu'il y a des difficultés, il y a des échecs, et parfois, il faut se nourrir de ça. Et nous, on est là, BPI France, à vos côtés, pour vous aider dans votre aventure. Si elle ne marche pas, il y en aura une autre. On vous accompagnera dans la deuxième aventure. Et entourez-vous bien, ayez les oreilles grandes ouvertes, parce qu'on a de quoi vous accompagner. On a un très bel écosystème français. On a des très beaux savoir-faire, on a des très bons ingénieurs. On a du foncier qui attend des entrepreneurs de l'industrie. Donc allez-y, on sera à vos côtés. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste envie de remercier toutes les équipes de BPI, la French Fab, qui bossent d'arrache-pied pour nous proposer des événements aussi grandioses. Donc, je vous propose qu'on applaudisse un petit coup et nos invités et la BPI pour cet excellent travail.